Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission fin de série. On revient aujourd'hui sur Sandman, diffusé sur Netflix. Il y a eu au totalité 10 épisodes plus un épisode de bonus qui a eu il y a pas longtemps. T'as eu le temps de le voir? Moi, je l'ai vu. Super, moi aussi. On est raccordés sans le vouloir. Du coup, on va revenir évidemment sur une première partie sans spoil, voilà notre avis un peu général sans rentrer dans les détails, puis ensuite on va revenir un peu épisode par épisode et surtout revenir un peu sur le comics parce qu'il est plus ou moins fidèle quand même. C'était une assez bonne adaptation. Déjà, est-ce que Marceau, tu peux revenir sur la série? De quoi ça parle, Sandman? Ouais, bien sûr. Du coup, Sandman à la base, c'est un comics de Neil Gaiman qui prend le parti de dire que le marchand de sable existe. Donc celui qui nous fait nous endormir, celui qui nous fait rêver, il existe. Et cauchemarder. Aussi. Il a des frères et sœurs, donc la mort, le désir, etc. Et tout ça, ça s'appelle les infinis. Toutes ces personnes s'appellent les infinis. Et c'est des entités très très puissantes dans l'univers. Et du coup, l'histoire démarre lorsque un jour un sorcier décide de capturer la mort, donc la grande sœur du marchand de sable. Sauf qu'à la base, à la place, il va capturer le marchand de sable, donc Sandman, qui va pourrait rester presque un siècle enfermé dans sa prison de verre. Et ça va causer pas mal de soucis au niveau du sommeil des humains. Et lorsque Sandman va sortir au bout d'un siècle, il va avoir tout un tas de problèmes à régler puisque son royaume des rêves va être un peu sans dessus dessous et il va falloir un peu remettre de l'ordre dans tout ça. C'est ça, il va partir dans une forme de quête parce qu'il a 3 objets du coup qui est perdu, qui lui permettent d'être le Sandman, donc du sable évidemment, un cristal et un casque. Donc ça va être une première partie et puis ensuite il y a toute une autre partie avec les infinis, notamment on sent qu'il y a des tensions entre les frères et les sœurs, mais aussi avec Lucifer. Donc il y a un panel de personnages qui va être en conflit avec lui. Il n'a pas l'air d'être très aimé, et puis même il va être en rivalité avec des cauchemars. Donc lui-même est le créateur de rêves et de cauchemars, et eux prennent finalement leur indépendance par rapport à leur maître. Ils se sont un peu rebellés et il est un peu là pour remettre de l'ordre dans tout ça. C'est ça. Donc voilà, ça c'est le speech. Et puis la vie générale sur la série, moi ça a été un vrai coup de cœur. Vraiment un vrai coup de cœur. Ce qui est cool en plus, c'est que j'ai lu en parallèle l'intégrale tome 1. Je connaissais, mais je l'avais jamais vraiment lu. Et j'avais des classiques en retard. Moi, d'abord, l'esthétique, je la trouve géniale. Voilà, moi, je suis très Tim Burton, très côté sombre, Guillermo del Toro. Donc voilà, je trouvais ça très très beau. Côté effets spéciaux, il y a 2-3 persos. On en reviendra sur certains épisodes où je trouvais ça pas très foufou, mais quand même très beau visuellement. Tout ce qui est l'univers des rêves, donc le domaine de Sandman, je le trouve très très beau. Les longues bibliothèques comme ça, avec Lucienne dedans, j'ai trouvé ça très très cool. Et chaque personnage, je le trouve très bien écrit. Même si un personnage a un épisode, par exemple la mort, on la voit que sur un épisode, ou le meilleur ami à Sandman qui se revoit tous les 100 ans. C'est un acteur qu'on voit dans un épisode et le casting est très bien fait. Je trouve que ça fonctionne vraiment. On reviendra sur le wookisme, mais moi je ne trouve pas du tout. Je trouve que chaque personnage a sa place et que chaque personne est identifiée et représentée sur une série en plus qui a la place de le faire. Je veux dire, c'est pas parce que dans le comics Lucien est un homme blanc qu'on peut pas avoir du coup une femme noire, parce que ça, c'est l'origine de la personne, n'a rien à faire avec le rôle de cette personne qui est un bibliothécaire, qui est une sorte de double un peu de Sandman, enfin en tout cas qui lui aide beaucoup en tant que chef. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Je la trouve très accessible pour des personnes qui n'ont pas lu le comics. Alors certes, c'est très étrange, mais il y a des trucs qui sont assez simplifiés. On y reviendra, mais le coup de la femme enceinte avec son mari. Dans le comics c'est un peu plus complexe. Des choses aussi adoucies, mais encore une fois il faut que ça touche un large public, notamment avec le fils du kidnappeur de Sandman, j'ai plus son nom. Celui qui kidnappe John Burgess. C'est ça. Donc le fils, il y a un côté un peu j'aimerais bien aider Sandman, alors que dans le comics il l'aide pas du tout, il est comme son père. Et notamment aussi le frère de Rose Walker, Jed,
voilà, dans le comics, c'est un peu plus violent, comment il est traité par son oncle et sa tante. Mais bon, ça, encore une fois, c'est normal, c'est du grand public et c'est aussi une volonté de Netflix. Mais ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment. J'ai très, très, très hâte de voir la suite. Ouais. Bah, pareil, moi j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas jusqu'à coup de cœur, mais par contre j'ai vraiment beaucoup aimé. Neil Gaiman a l'habitude de beaucoup s'impliquer dans les adaptations de ses œuvres. Là, on sent aussi qu'il y a cette implication. Oui, il était présent, oui, c'est vrai. Et il s'était déjà pas mal impliqué pour la série Good Omens qu'ils avaient fait, qui était le roman qu'il avait écrit avec Terry Pratchett, où vraiment déjà il avait commencé un peu à modifier, à apporter quelques modifications au roman de base, et c'était des modifications assez bienvenues. Et là, pareil, on sent qu'il a voulu vraiment moderniser son œuvre, et ça fonctionne vraiment très très bien, comme t'as dit. Il y a des personnages dont les origines changent, et c'est pas grave. Enfin, ça change absolument rien au fond du comic. Ça donne juste un peu une meilleure image, plus de diversité. Donc c'est vraiment très 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 cool. C'est beaucoup plus mélancolique, je dirais, que le comics. On sent qu'il était un peu plus jeune quand il a écrit le comics, et que genre il a écrit dans le sang et les larmes, quoi. Le comics, c'est vraiment très très gothique. Et là, c'est un peu plus, enfin, il y a déjà un peu cette mélancolie dans le comics, mais là, on sent vraiment que c'est mélancolique, c'est bucolique, c'est il a souvent les larmes aux yeux, hein, quand même, l'acteur qui joue Sandman, en tout cas, le personnage de Sandman a souvent les larmes aux yeux, et c'est vrai qu'il est un peu plus touchant. Ça donne un côté un peu assez doux, je trouve, à la série. Non pas, c'est pas une série doudou, hein, mais ça donne vraiment un côté, je sais pas, vraiment mélancolique. Je pense que c'est ça le mot. Donc un peu moins dramatique pour toi sur certains plans. Un peu moins dramatique, genre l'intrigue, comme t'as dit, est un peu simplifiée pour faire des choses. Il y a moins de violence, etc. Du coup, mais du coup, ça donne aussi, je trouve, une certaine forme de maturité à la série. Ouais, je suis d'accord. Et c'est très 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 réussi pour moi. Et puis une belle évolution sur le personnage aussi, mais on y reviendra. Voilà, ça c'est la partie sans spoil, parce que moi ça m'embête un peu les parties sans spoil, parce que j'adore spoiler. Donc je vais vous éviter ça. Voilà, là si vous avez pas vu la série, en tout cas on vous la conseille. Et puis maintenant on part sur la partie avec spoil. Premier épisode, on est sur un épisode assez long, assez les épisodes introductifs, quoi, globalement. Assez classique dans la construction. C'est ça, assez classique dans la construction. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai vu ça avec mon copain, il m'a dit je sais pas trop si ça va me plaire, parce qu'en plus il parle pas beaucoup, nanana. Enfin, le personnage a l'air un peu fade, hein, il est emprisonné et puis il veut rester emprisonné. Il avait pas d'accord sur les dilemmes que lui pose du coup son kidnappeur, ce que je peux comprendre parce que du coup tu es nu dans une boule de verre, hein, comment te dire. Et un truc qui est rajouté aussi, qui est pas dans le comics, qu'on voit tout de suite dans le premier épisode, c'est la relation au corbeau. Oui. Donc là, on a un premier corbeau, en tout cas, qui a un nom de femme, je sais plus comment elle s'appelle. Oui. Zut, je suis désolée, petit corbeau, mais je t'ai oublié. Et on sent qu'il y a un lien important. Alors, ça existe aussi dans le comics, mais on le voit bien après. Oui. Donc c'est elle qui va essayer de le sauver et qui va finalement être tuée. Et dès la mort de ce corbeau, on voit le côté très sentimental de ce que tu disais là avant de Sandman, de l'acteur, avec moi je me souviens qu'il a énormément les larmes aux yeux. Ça m'a pas mal touchée. J'ai bien aimé ce premier épisode introductif, en tout cas qui me donnait envie de voir la suite, quoi. Et je trouve qu'il respectait quand même, comme je disais, je lisais en parallèle le comics, ça respectait bien le début. Ah oui, ça respectait vraiment très bien. C'était toujours un plaisir de voir Charles Dance qui joue Roderick Burgess, donc Tyrion Lannister. Non, pas Tyrion. Comment il s'appelle son père Tywin. Ouais, c'est Lannister. Ça. Il n'y aura pas que lui de Game of Thrones. Il n'y aura pas que lui de Game of Thrones, mais ça fait toujours de bien de voir cet acteur. Il a vraiment la tête de l'emploi là pour le coup. Roderick Burgess, il est vraiment assez En fait, je trouve que c'est un personnage très intéressant parce que on le sent à la fois presque tout puissant, il a des pouvoirs, enfin il peut capturer la mort, quoi, presque, et en même temps il est assez pathétique. Du coup, ça donne un côté un peu ambivalent à son personnage, et c'est vraiment très très intéressant. L'acteur l'incarnait parfaitement. Ouais. Et pareil pour son fils, j'ai beaucoup aimé les trois acteurs qu'il jouait. Du coup, on le voit enfant, ado et adulte. Et du coup, ça c'était vraiment intéressant. Les trois livraient une bonne performance, j'ai trouvé. Et franchement, c'était très très sympa comme premier épisode, un épisode introductif qui marchait hyper bien. Parce que je pense que même si on n'a pas lu le comics, on voit un peu de quoi il en retourne. On a un peu un bref aperçu de cet univers-là. Et du coup, c'était
très bonne introduction. Ouais, complètement. Et puis qui introduit aussi la fameuse maladie du sommeil. Ouais. Ça, c'est après sur le 2e épisode. Donc, je crois que le 3e épisode, on a Constantine, non? Ou s'il est déjà dans le 2e. Non, parce que dans le 2, il demande au parc, il me semble. Ah oui, les parcs, trop bien. J'aime trop ces femmes-là. J'aime trop ces femmes-là. Je les trouve très jolies. Mais ouais, on a la maladie du sommeil et en fait, j'aime beaucoup tout le fil rouge qu'on a sur toute la série, qui est même un peu plus clair des fois que dans le comics, où on voit par exemple une jeune fille qui voilà tombe dans cette maladie du sommeil, qui va se réveiller que 100 ans après, au moment où Sandman va se réveiller, et on va se rendre compte juste après que ça va être en fait l'arrière-grand-mère de Rose Walker, qu'on va comprendre après qu'il y a un vortex. Ça c'est pareil, ça suit exactement le comics. Tout de suite j'ai remarqué les noms des épisodes. Alors j'ai pas lu et comparé tous les épisodes, mais je crois que déjà les 3-4 premiers, c'est les mêmes noms que les chapitres des comics. Donc je pense qu'il y a cette volonté de suivre pas à pas, et aussi cette qualité d'avoir ajouté le scénariste du comics à la série. C'est quelque chose qu'on devrait avoir aussi plus souvent, tu vois, l'auteur même du récit proche de l'adaptation. Et d'ailleurs j'y pense, mais il me semble, ça fait longtemps que j'ai lu le comics, mais il me semble que Roderick Burgess, dans le comics, s'il veut capturer la mort, c'est pour lui en fait. Dans le comics, ah oui, il y a pas un truc dit à un autre fils, parce qu'il a qu'un seul fils dans le comics. Et du coup dans la série, il veut ressusciter son fils aîné. Et du coup ça c'est pareil, ça rajoute une profondeur au personnage il est plus touchant quoi, parce que dans le comics c'est juste un méchant qui veut l'immortalité, alors que là ça lui donne on est presque de son côté quoi. Oui, c'est ça. En tout cas, on comprend pourquoi il veut le faire. Et si on avait l'occasion, et si on avait nous aussi une secte et une grande maison, et un cercle de verre, on l'aurait peut-être fait. T'as déjà la secte, il ne manque plus que la grande maison. C'est vrai, j'ai déjà la secte. Putain, trop bien. Bon, bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Rentrez dans notre secte. mais ouais, j'ai vraiment bien aimé, voilà, qu'il y ait une vraie construction, où rien n'était laissé au hasard. On a juste quelques plans de cette petite fille qui dort avec la maison que ses parents lui ont offerte. Hop, on va voir ça que bien après. Et si t'as bien suivi, tu vas comprendre très vite ce qu'il en retourne. Et puis j'ai bien aimé qu'on se rende compte de l'impact de cette maladie dans voilà énormément de personnes qui sont mortes. C'est pas trop visible dans le comics, ça, on se rend compte qu'il y a un truc, mais mon souvenir c'est pas voilà. Là vraiment t'as des personnes, des actes de journaux et tout, donc ça c'était pas mal intéressant. Et puis il va s'en sortir, et tout de suite il va partir dans la quête de ces trois objets. Et c'est vrai qu'au début tu dis putain, on dirait un peu un enfant du style je veux récupérer mes jouets et qui tu le sens qu'il est un peu insupportable, et je trouve que l'acteur joue très très bien pour ça, parce que ça montre une belle évolution qu'il arrive à changer aux derniers épisodes. Et pareil, là, ça suit un peu le comics au niveau en tout cas, le casque est chez Lucifer, en tout cas dans le domaine de Lucifer. Ça, c'était bon. Le sable du côté de Constantine, bon, ça on en reparlera. Et le cristaux, là, ils ont rajouté un petit truc quand même avec... autour de John. Qui n'est pas dans le comics, mais qui marche très bien. J'ai beaucoup aimé l'épisode dans le restaurant, là, justement, où on voit tout le pouvoir du rubis. C'est très très bon épisode. J'aurais presque aimé qu'il dure tout le long en huis clos. Parce que ça se termine un tout petit peu vite, et ça marchait vraiment très très bien. Vraiment très bien écrit, comme une pièce de théâtre, et très complètement. Sympa. Ouais. On avait vraiment l'impression voir un bout de film d'horreur, en fait. J'ai vraiment senti, et puis j'ai senti cette déconnexion à la série. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est aussi ce qu'on a dans le comics. En fait, t'as des chapitres où on n'y est plus, quoi. Limite, on suit plus Sandman, comme dans les épisodes bonus où c'est un peu autre chose. Et là, visuellement, ça a marché avec d'autres acteurs. Pareil, cette tension qui a bien été jouée. Puis l'acteur aussi qu'on retrouve dans les Harry Potter. Je sais que j'ai une amie qui est très fan, donc je pense à elle, qui joue très très bien la scène dans la voiture avec la femme qui essaye de se dire bon, est-ce que j'aide un psychopathe? Je pense qu'elle aidera plus jamais personne.
Dans la rue, Bon, elle ouais. s'arrêtera plus jamais. Après, normalement, elle craint plus rien parce qu'il il lui donne le médaillon. Il lui donne le médaillon, c'est vrai. Parce qu'en Du coup, vrai, il est sympa. Oui, c'est ça. Et ouais, on va peut-être revenir du coup sur Johanna Constantine. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi du coup j'ai vraiment aucun souci avec le fait de l'appeler Johanna au lieu de John. Enfin vraiment je trouve même une bonne idée. Juste j'ai trouvé le personnage un tout petit peu lisse par Ouais. rapport à son incarnation dans les comics. Normalement, John Constantine c'est vraiment quelqu'un d'autodestructeur qui va tout le temps vraiment chercher toutes les manières de se mettre dans la merde possible en fumant, en buvant. Là, j'aime bien l'actrice en plus, j'ai bien aimé son interprétation. J'ai juste, un petit regret sur un personnage un tout petit peu lisse, quoi. Ouais. Vraiment, mais à part ça, vraiment une bonne idée d'avoir embauché cette actrice pour jouer le rôle. Et ça fonctionne bien, la relation entre les deux fonctionne plutôt pas mal. Donc, ouais, ça fonctionnait bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, je trouve que le pouvoir de l'acteur de Sandman, pardon, j'ai plus son nom, mais ça va revenir, arrive que à chaque duo qu'il crée, il a une sorte de charisme, je trouve, assez. J'avais vu des interviews des acteurs qui disaient que quand ils étaient en présence de lui, il y avait quelque chose. Alors il n'y paraît rien parce que le mec est tout fin, etc. Mais voilà, même la voix, je trouve, est très inspirante tout au long. Et je comprends. Après, moi, je trouvais ça intéressant aussi d'avoir une autre version de Constantine, peut-être un peu plus douce. Le truc aussi, c'est qu'on a qu'un seul épisode qui permet de pas vraiment explorer parce que c'est pas vraiment un épisode concentré sur ce personnage, mais concentré sur la quête pour récupérer le sable. Et donc voilà, ça te reste jusque 45 minutes pour ça, pour les introduire. C'est normal du coup qu'on a des rumeurs sur un spin-off sur elle. En plus, moi, je suis hyper fan de Doctor Who, donc c'est une des accompagnante, voilà. Donc, je suis fan de cette actrice parce que je trouve qu'elle est péchue, qu'elle arrive à donner plein d'ampleur à chaque fois à ses persos. Mais voilà, je pense que si on n'exploite pas à fond le côté destructeur de John Constantine, c'est parce que en vrai, on n'avait pas trop le temps et que c'était pas vraiment un épisode concentré sur elle. Mais ouais, moi je trouve que même esthétiquement, ils ont essayé, tu vois, elle est pas juste catégorisée comme une femme dans un rôle d'homme, c'est juste une personne dans un rôle, personnage, voilà, tu vois. C'est son rôle, donc je pense qu'il y a eu un vrai travail d'écriture et d'essayer de se prendre la tête en disant bah voilà, on va essayer de représenter tout le monde parce que comme je disais en off à une amie, ça a été écrit en 89 et comment vous dire qu'on a majoritairement que des blondes, que des blancs et beaucoup d'hommes, c'est-à-dire que tous les flics par exemple épisode 1 ou 2, on a des flics qui gardent Sandman. Là, ils ont mis un homme et une femme. C'est tout con, mais là-dedans, c'est que des mecs. C'est pas que ça me pose problème, mais c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on évolue aussi, que je suis désolée, mais la représentation, c'est important. Ça fait du bien à tout le monde. Nous, on est contents depuis des années d'être représentés, donc c'est normal que tout le monde ait sa place. Et quand les gens ils disent « ils ont rajouté des couples gays et tout », non, c'est aussi dedans. Donc lisez avant de me faire chier. Voilà, un petit message. Mais ouais, donc Constantine, j'ai adoré. Et puis je crois que c'est l'épisode 4, le restaurant. Je crois que c'est après, non? Ou c'est avant Constantine? Je sais plus. Je crois qu'il récupère son sable avant. Ouais. Ah non, ouais, il récupère son sable avant, il me semble. Ouais, il récupère le sable avant. Ouais. Après, il récupère le casque. Qu'est-ce que tu en as pensé de Lucifer alors? Est-ce que tu voulais aussi Tom Ellis? Non, ça va. Non. Je m'en serais bien passé. Non, mais là, c'est très très bon choix de casting. Vraiment, elle l'incarne parfaitement. Gwendoline Christie, il me semble que l'actrice s'appelle, du coup, qui joue Brienne de Tarse dans Game of Thrones toujours. Et ça fonctionne vraiment très bien. Elle a vraiment cette distance. C'est marrant parce que c'est un choix de casting qui me fait penser un peu dans le film Constantine qu'ils avaient fait en 2006-2007 avec Keanu Reeves. L'ange Gabriel était incarné par Tilda Swinton. Ah oui. Et du coup là c'est un peu un choix de casting qui ressemble un peu vraiment elle a cette élégance, ce recul qui convient parfaitement, mais parfaitement. Cette froideur aussi. Et
Enfin, ouais, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé aussi la mise en scîne de leur duel. Ah ouais, j'ai adoré. Très très bien. Tout le design autour des enfers quand elle appelle ses compagnons démons où on voit, ça fait penser au tableau Pandémonium. Je sais plus le nom du peintre, mais ça fait penser à ce tableau-là. Il y a beaucoup d'échos à des œuvres littéraires et picturales et c'est vraiment très très bon épisode. Je pense que c'est mon épisode peut-être préféré après celui avec la mort. Un de mes épisodes préférés de toute la série. Je suis d'accord. Moi, c'est un de mes épisodes préférés, mais aussi l'épisode avec justement l'ami qui retrouve tous les 100 ans. Je trouve qu'il est très très bien fait. En plus, moi qui adore l'histoire, je trouvais ça vraiment bien qu'à chaque fois les différentes époques soient bien représentées. Mais ouais, la mort, j'ai adoré. Moi, j'adore cette actrice. Je trouve ça génial. En plus, il y a un effet de grandeur. Enfin, elle est beaucoup plus grande que lui. Et là encore, l'acteur doit jouer de son charisme, doit jouer du fait qu'il est le roi des rêves pour lui tenir tête. Les effets spéciaux liés au duel, je trouve que ça fonctionne super bien. Ouais, c'est très bien les phrases impactantes, à un moment donné, quand elle lui dit à la toute fin du duel, je suis Nova, je détruis tout. Enfin, tu vois, sa phrase, elle tombe dans un silence. Enfin, je veux dire, là, c'est pas le moment où tu vas aux toilettes. T'étais obligé d'être concentré, sinon t'as rien capté à la série. Moi, j'étais en mode, je crois que mon mec, s'il me filmait, il était en train de baver en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, je savais déjà la fin, mais bon, c'est pas grave. On a vraiment l'impression qu'elle va gagner, puis voilà, il y a ce duel qui fonctionne super bien, qui est hyper beau. Ouais, vraiment, ça fonctionne très très bien et j'avoue que j'aurais pas fait ce design-là pour Lucifer parce qu'elle garde les ailes. Normalement, maintenant, on a un peu plus l'habitude d'un Lucifer plus sobre. Genre, on le voit rarement avec les grosses ailes, la queue du diable et tout ça. Donc, normalement, il a un design un peu plus sobre. Là, on revient un peu à une esthétique un peu plus intérieure, mais qui fonctionne vraiment très très bien sur l'actrice. Bah sur l'actrice, ça marche bien. Puis quand c'est bien fait aussi, il y a pas de. J'avoue que j'y ai même pas. J'y ai même pas pensé. C'est vrai qu'elle a ses ailes, mais comme du coup, elle est très grande et puis qu'elle a aussi de longs costumes, tu sais, ça faisait un tout en fait dans son costume là. Donc c'est vrai, c'est un des épisodes marquants. Et puis après, ce que je disais, l'épisode où tous les 100 ans il retrouve quelqu'un. Donc ça, c'est suite à la retrouvaille avec sa sœur. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans cette série que j'ai du mal à retrouver dans d'autres, que ce soit série ou adaptation, parce que maintenant tout est très expliqué. Ce que je veux dire, c'est que quand t'as un film, t'as tout de suite bidule chouette, nanana, nom de famille, t'as sa carte vitale, t'as sa carte d'identité, nanana, et t'es avec nanana. Et quand tu commences l'épisode avec la mort, il se retrouve comme ça. Enfin, lui, il est en train de jeter des bouts de pain à un pigeon, et elle arrive, elle lui parle, et elle dit pas coucou, je suis ta sœur, comment tu vas? Et pendant 5 minutes, t'as mon mec qui dit mais c'est qui? Mais on l'a vu dans un autre épisode et tout. Et j'aime bien ce truc de flou en fait que t'as aussi justement dans le comics, mais que t'as peu maintenant parce que maintenant il faut aller très vite. Donc du coup il faut déjà poser les cadres. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me manque vraiment. Moi j'ai bien aimé dans le sens attends mais ils se connaissent d'où et pourquoi ils partent ensemble et pourquoi elle parle comme ça au jeune garçon là qui fait tomber son ballon et après tu comprends qu'à la fin de l'épisode qu'elle est la mort et qu'elle lui dit qu'on se reverra parce qu'elle sait qu'il va mourir. Je trouve qu'il y avait un truc subtil qu'on retrouve plus trop maintenant. En vrai, ça me manque pas mal. Et j'ai trouvé l'épisode avec la mort, notamment les dialogues qu'il a avec sa sœur, incroyablement bien écrits. Mais vraiment, ça fonctionne vraiment très bien. Et le personnage de la mort, j'ai l'impression que c'est un hommage au personnage de la mort dans les Terry Pratchett. Donc du coup, pour ceux qui savent pas, Neil Gaiman était très ami avec un auteur qui s'appelait Terry Pratchett, qui est connu pour les Annales du Disque Monde. C'est trop bien. Une grosse saga de fantasy où la mort est un des personnages récurrents. La mort est c'est un mâle nécessaire, donc c'est un garçon. Et ce personnage a beaucoup de punchlines sur le concept de vie, le concept de mort. Et là, du coup, c'est exactement écrit comme ça quand dans la série, la mort dit oui, je suis celle qui, à la fin, éteindra la lumière et mettra les chaises sur les tables. C'est vraiment on sent l'hommage à Terry Pratchett et
Enfin, je trouvais ça assez touchant parce que pour ceux qui aiment Terry Pratchett, je pense qu'ils peuvent apprécier l'hommage. L'hommage, ouais. Et puis même tu sais, ça m'a fait penser au comics Layla Starr qui parle de vie ou de mort. Je trouve qu'il y avait un truc doux sur ça, un truc d'acceptation en fait, que elle a pas vraiment choisi ce rôle-là, qu'elle l'accepte et qu'au final elle est dans un accompagnement et qu'il faut déconstruire ce fait que la mort est tragique et qu'elle doit arriver à n'importe quel âge. Elle récupère quelqu'un qui est vieux et qui a fait sa vie, elle récupère un enfant. Moi j'étais là en mode oh non. Et là, du coup, encore une preuve de maturité de la série, parce que dans le comics, la mort est beaucoup plus brute, quoi. Genre, elle est plus froide, alors que là, ouais, elle est, je sais pas, douce, et ouais, comme tu dis, elle accompagne les gens. Bah, il y a ça aussi, c'est dans le comics, c'est assez brut, dans le sens, elle fait ses trucs, lui, il la suit, et quand il finit, il dit, ah, je comprends. Mais ils se sont pas vraiment parlé. Alors que là, il y a ils essayent, j'ai l'impression, de travailler sur la relation frère-sœur. Et donc, comme toute fratrie, eux vont être très proches, et donc du coup, elle va l'accompagner. Contrairement, on va comprendre à Désir ou Désespoir, qui sont des ennemis et qui veulent embêter le frère et lui faire embêter. Oui, embêter. Les jeux, bon. Petit euphémisme. Petit euphémisme, ouais. Bon, on va vraiment lui foutre la merde, voilà. Et donc, je trouve que ça, c'était bien fait. Et donc, finalement, l'objectif de la série, c'est de rendre humains les infinis. Finalement, les infinis, c'est nous. C'est une extension de nous-mêmes et de nos mots. Parce que nous, ils le disent dans la série, genre, Sandman existe parce que nous, on rêve. Genre, si on sait pas, on rêve parce qu'il existe et il existe parce que nous, on rêve. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression que toute la série va dans ce sens-là. Ah ouais, non, mais complètement. C'est une belle métaphore. Et donc après, oui, c'est ça, il va, suite à la mort, il va revenir au lieu où il revoit une personne. Donc, contrairement à la série, au comics, il lui fait pas fond bon, il lui pose pas un lapin. Il va dans le comics, il se revoit vraiment tous les 100 ans, même si l'autre devine qu'il est Sandman. En fait, non, lui dit, je sais pourquoi tu me vois, c'est parce que t'as pas d'amis. Non, c'est pas vrai. Du coup, dans la série, il lui pose un lapin, ce qui est pas le cas dans le comics, mais encore une fois, ça revient un peu à notre avis général, c'est que le fait que dans la série il lui pose un lapin, c'est pour montrer son humanité, sa fragilité, le fait qu'il a été touché. Après, c'est aussi, je me souviens plus dans le comics, mais dans la série, du coup, c'est parce que aussi il était enfermé à ce moment-là. Non, à un moment donné, mais il lui pose un lapin aussi parce qu'il est, il est enfermé quand il lui pose un lapin. Du coup, en 1800 et quelques, le machin lui dit, Hob lui dit, c'est qu'on est amis. Et lui, du coup, il réagit mal, il se bat. Et l'autre lui dit, si tu reviens dans 100 ans, c'est qu'on est vraiment amis. Et du coup, 100 ans plus tard, c'est au moment où il est enfermé. C'est au moment où il est enfermé, Sandman ne peut pas venir parce mais dans le comics, il se voit vraiment chaque année. Il n'y a pas ce truc où il est enfermé à ce moment-là. Ok, je me souviens plus comment ça se passe dans le comics. Oui, mais du coup, ça justifie pourquoi il est pas venu. Mais bon, mais je trouvais ça quand même intéressant. Il s'est excusé quand même, tu vois, quand il revient, il lui dit on pose pas de lapin à ses amis. Et du coup, j'ai eu un peu de peine. Je me suis dit putain, il est vraiment tout seul pour voir quelqu'un tous les 100 ans. Mais ouais, épisode très cool. Épisode cool en plus. Du coup, le nom Hob fait référence à la Bible, au livre de Job, où du coup, en gros, là, l'histoire, c'est que la mort et le marchand de sable font un pari pour savoir si cet humain, s'il ne meurt pas à un moment, est-ce qu'il demanderait la mort, est-ce qu'il en aurait marre de vivre. Et du coup, dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Job, sur lequel Dieu et Satan font un pari. Satan parie à Dieu que il pourra le faire renier Dieu en quelques jours. Et Dieu dit que non, il faut avoir foi en l'humanité, que jamais il pourrait renier Dieu. Et du coup, ça fait écho à ça, et ça participe à donner un cachet à la série, vraiment très très ancré au niveau des références bibliques, religieuses, notamment les personnages de Abel et Caïn, donc qui sont aussi des personnages bibliques et qui continuent à se tuer. Enfin, il y en a un qui continue à tuer l'autre. J'ai trouvé ça très très drôle. C'est vrai qu'on les a pas cités, mais il y a vraiment un panel de personnages qui est aussi dans le comics, et c'est très très bien fait. Et là, tu vois, quand j'en parle, j'ai l'impression d'avoir eu 2 séries ou 3 séries en une, parce que là, on a rencontré plein de trucs. Et on a encore une autre histoire qui va se faire avec Rose Walker et le Vortex, avec le 41 aussi. J'adore ce personnage. Enfin, c'est que c'est pas bien et que j'ai un problème. Mais il joue trop bien, l'acteur joue
vraiment, ils jouent tous trop bien, mais lui, voilà, je trouve que c'est pas facile parce que tu joues quand même avec des lunettes tout le temps. Non, ouais. T'as pas le truc du regard, donc il faut quand même être, voilà, avoir une présence et puis faire flipper être en habillant et être habillé, de costume, Ouais, faut le faire, tu vois. Ouais. Et ouais, encore un autre univers exploité avec voilà Rose Walker qui est un vortex qui menace, en fait elle menace la frontière entre les rêves et la vie humaine, et en rêvant elle peut se balader entre tout ça et casser les deux mondes. Et donc c'est quelque chose qui arrive régulièrement tous les je sais plus tous les 1000 ans, un truc comme ça, un truc comme ça. Et normalement Sandman est censé tuer le vortex, donc tuer cette Rose Walker. Sauf qu'elle va pas se laisser faire. Elle va rentrer dans une autre quête en parallèle pour trouver son frère parce qu'ils ont été séparés étant plus jeunes. Donc son frère est est pris par son oncle et sa tante, voilà. Et donc c'est trop cool parce que t'as ça, et en fait dedans t'as d'autres histoires parce que tu te rends compte que son frère est lié aussi à un cauchemar. Parce qu'en parallèle de ça, il doit trouver 3 cauchemars qui ont été, qu'on fait fuite. Donc, il y a le Corantéen, il y a Goult, c'est ça, on dit. Goult, je sais plus quoi, et le loup du. Ouais, c'est ça, il a un nom. Gilbert. Ouais, Gilbert. Ouais. On l'appellera Gilbert pour les intimes, voilà. Et voilà, en fait, finalement, ces 3 cauchemars vont être liés à cette histoire, vu que Gilbert va être cet autre cauchemar va faire partie d'une maison où va loger Rose pour trouver son frère. Le Corentin, lui, va vouloir récupérer Rose parce que lui, sa quête. Alors, peut-être que je pense que ça a une mérite d'être un peu plus exploité, mais bon, encore une fois, il y a qu'une saison. Mais l'idée que certains cauchemars ont leur propre âme et qui veulent se libérer. Ils veulent être des rêves. Ouais, je sais pas si Corentin il veut être un rêve. Non, ouais. Mais il veut être libre. Oui. Mais il veut être libre. Et puis, du coup, ce que j'ai compris à un moment donné, c'est le Corentin qui a fait qu'il y a plein de gens qui aiment tuer. Tu vois, c'est lui, en fait, qui a créé tous ces gens, qui a insufflé des pensées mortelles. Ok, je voulais être sûre de ça, j'étais pas trop sûre. Zut, du coup, ça fait beaucoup de morts pour rien. Mais ouais, toute l'intrigue avec Rose, je l'ai trouvée vachement intéressante. Et à un moment donné, j'étais un peu sceptique sur donc Rose a une amie elle se fait accompagner par une amie parce que du coup, elle a plus son père, elle a plus sa mère. C'est sa voisine qui s'occupe d'elle. Et cette voisine-là, donc je n'ai plus son nom, mais voilà, a perdu son mari. Elle rêve de son mari régulièrement parce que il lui manque. Et au début, je me dis mais c'est qui ça? Je vois, c'est pas qu'elle me saoule, mais je trouvais ça pas intéressant. Je me suis dit, bon, voilà, c'est un personnage rajouté pour s'identifier, pour pas laisser la petite toute seule. Et quand elle tombe enceinte, je fais, alors là, attends, ça me dit quelque chose. Il y a un personnage aussi qui est enceinte et qui rêve. Mais c'est vraiment différent comment ils ont traité. Très différent, très différent. Pour vous expliquer, il y a une femme du coup qui a perdu son homme et qui est enceinte. Cette femme-là, c'est la petite amie du super-héros dont rêve Jed. Donc en fait, Jed dans le comics c'est pas lui-même qui est un super-héros, il rêve d'un super-héros qui a la même apparence que lui, costume jaune et rouge. Et donc comme il rêve de ce super-héros, il existe et elle du coup est avec lui et est enceinte à ce moment-là. Et donc du coup au moment donné où Sandman libère Jed, retrouve ce cauchemar-là. Alors là t'as pas dans ce comics le truc le cauchemar qui veut être un rêve, mais là encore une fois on essaye de donner un quotient émotion, donc moi ça me dérange pas. Et quand il libère du coup Jed de ce super-héros, elle dit bon cet homme il est mort, arrête. Et il lui dit aussi bon il va falloir que cet enfant je le récupère. Mec un peu chiant quand même. Je suis sympa mais pas vraiment. Et là ils ont mis ça ailleurs. Et à la fin, quand j'ai compris le lien, je trouvais ça hyper pertinent. Parce que je me dis ça aurait pu être problématique. Enfin, ça aurait pu être un peu alambiqué d'avoir mis la femme dans le rêve du petit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça aurait rendu une complexité encore un peu plus à la série. Là, ça fonctionne bien parce que c'est un personnage qu'on connaît depuis quelques épisodes.
Du coup, tout est clair, genre son deuil est expliqué, on comprend pourquoi, on comprend les enjeux psychologiques qu'elle a, les dilemmes qu'elle se pose, et du coup, ouais, ça fonctionne très bien. Moi, c'est une intrigue que j'ai bien aimée. J'ai juste trouvé que ça a peut-être manqué un tout petit peu de souffle et de personnalité par rapport aux épisodes d'avant. Ouais. Parce que même si j'aime bien l'actrice, j'aime bien les acteurs, j'aime bien l'actrice qui joue Unity, donc l'arrière-grand-mère, Oui. qui est du coup la jeune fille qui avait la maladie du sommeil que je citais tout à l'heure, ouais. et qui s'est réveillée quand Sandman a retrouvé la liberté. Et j'ai trouvé que ouais, juste cette intrigue, elle était peut-être un tout petit peu trop étirée, genre elle dure 3 ou 4 épisodes, et ouais, c'est peut-être un peu trop étiré, genre les épisodes d'avant fonctionnent bien aussi parce qu'ils sont percutants, genre un épisode, une intrigue, ça fonctionnait vraiment très très bien. Ah oui, mais ouais, là on tombe sur un truc classique. Et là ouais, on retombe sur un truc un peu plus classique qui aurait peut-être mérité d'être un peu plus compacté. Ouais. Pour ouais, qu'on garde ce côté oui, où on puis t'as avance. certaines scènes, par exemple, même si je l'aime bien, donc le propriétaire de la grande maison où vit d'autres personnes Oui. avec Rose Walker, et quand ils partent faire un dépôt de flyers pour retrouver le frère et qu'ils discutent, enfin tu vois, c'était pas hyper nécessaire. Il y avait quelques scènes comme ça qui auraient pu être enlevées. Ouais, on voit pas mal aussi les collectionneurs, comme ils s'appellent, donc la convention de tueurs en série. De céréales. De céréales. Et ça, c'est pareil, c'est peut-être un tout petit peu long. Ça méritait peut-être un petit raccourcissement. Mais à part ça, c'est vraiment du chipotage, parce que sinon oui, c'est non, mais très, très en bien, vrai, c'est très bien. Et en vrai, c'est drôle quand t'as ces scènes, la conférence, les femmes tueuses veulent être respectées, ou la religion est tuée. Enfin, tu vois, c'est pas très long, mais ça mérite de poser le cadre, en tout cas, et de bien comprendre cette convention particulière. Donc ça, c'était plutôt cool. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y avait Rose Walker. Ouais, et je pense l'ajout aussi d'avoir ajouté cette femme enceinte, voilà, de l'avoir mis autrement que dans le comics, c'est pour ajouter cette tension et cet aspect méchant que peut avoir Sandman, parce qu'à un moment donné, il rentre dans le rêve là, rêve qui en fait, elle veut que ça soit sa nouvelle vie, elle veut continuer de voir son homme et de vivre ça, et donc lui il arrête en lui disant mais non. Hop, il efface tout et il dit je récupérais ton bébé, et c'est tu te dis mais en fait est-ce que je suis un héros, est-ce que je suis un méchant? Et j'ai bien aimé cette dualité là où finalement tu suis juste un personnage déchiré qui est complètement dans le mal, jusqu'à retrouver une certaine sérénité à la fin, de comprendre aussi ses erreurs, etc. Je sais qu'à un moment donné, mon mec il était là en mode c'est un gros con, j'étais là en mode attends, laisse-le. Donc ça c'était plutôt cool. Ouais, c'était très cool, ouais. Donc, franchement, ça fonctionne bien. Et puis au final, à la fin, donc la toute fin, on sent qu'il y a plusieurs pistes. En gros, on se dit putain, on n'en a pas encore fini. On a vu plein de trucs et c'est pas encore fini. Voilà, le désir qui va sûrement refaire un plan machiavélique pour embêter son frère. Embêter. Lucifer aussi, qui en démord pas. Je crois qu'il y avait ça. Peut-être aussi, à un moment, ils font... Notamment dans les dialogues avec la mort, il mentionne le fils prodigue. Oui, donc, oui, exactement. Mais même Désir en parle aussi. On l'a retrouvé et Désespoir lui demande. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, ce truc-là aussi. Pour expliquer, on peut que supposer, mais normalement, du coup, ça parle de l'aîné des Infinis, qui est Destin. Il s'appelle Destin en français, il me semble. Ou Destiné. J'ai vu Destin ou Destiné. Destin, Mais en gros, le destin, quoi. Et du coup, personnage vraiment intéressant dans le comics, et s'il y a moyen de faire des bons trucs avec lui, quoi. Je pense qu'il y a des bons trucs. Et puis, on peut revenir vite fait sur les 2 épisodes de bonus avant de finir. Sur l'histoire avec les chats. Pour moi, du coup, ça rentre à 100% dans ce qu'on disait, genre de rendre la série un peu douce, un peu mélancolique. Petit épisode qui fonctionne bien. J'ai pas aimé le graphisme. Ah ouais? Ah, j'ai bien aimé, moi. Ouais, j'ai pas aimé. Pourquoi ils parlent pas, les chats? Enfin, le fait qu'ils parlent et qu'ils ouvrent pas leur bouche, j'étais en mode... Ce n'est pas plausible. Juste ça. C'est un peu bizarre, mais... Mais oui, c'est doux.
En plus, c'est vraiment, j'avais lu en parallèle, pareil, et c'était vraiment copier-coller. Et par contre, encore une fois, je vais saouler avec Doctor Who, mais l'autre épisode qui est du coup Calliope qui se fait kidnapper par un auteur. Donc le jeune auteur qui récupère Calliope, c'est Rory dans Doctor Who. Et j'étais en mode ouais, tous les accompagnants sont là. J'aime trop cet acteur et on le voit pas beaucoup. Et j'ai trop aimé cet épisode. Ouais. Ah, il est trop bien. Ouais, il est très cool. Mais en fait, j'aurais limite fait 2 épisodes séparés. Oui. Parce qu'on comprend pas trop le rapport avec l'épisode des chats. Ouais, je comprends pas pourquoi pas avoir fait un épisode de, je sais plus combien, un quart d'heure pour les chats et un vrai épisode pour Calliope, parce que ouais, là, enchaîner les deux à la suite, ça donne un côté un peu, je sais pas, étrange. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que ça avait pas trop sa place, mais et puis du coup, je pense que l'histoire avec Calliope prend le pas sur l'histoire avec les chats, alors que ça aurait pu être juste une mini truc, voilà, parce qu'on sait qu'il y a 4 autres petites histoires comme ça dans le tome 2 qui n'est pas là, où on a les songes d'une nuit d'été avec la pièce de théâtre de William Shakespeare, et le 4e, je sais plus. Je l'ai oublié, mais je vous le redirai plus tard, quand on parlera de la saison 2, qui normalement devrait avoir lieu. Donc c'est encore... Normalement, ouais. Netflix fait du zèle, je pense. Ça, oui. Parce que vous avez continué des séries qui étaient beaucoup plus mauvaises. Lock and Key. D'ailleurs, si vous vous demandez, enfin je ne sais pas si vous nous attendez sur cette chaîne, d'ailleurs on est un peu plus et c'est cool, mais on ne fera pas de retour Lock and Key. Moi je peux plus. J'ai vu la saison 2. Apparemment la saison 3 est un peu meilleure, mais je peux pas. Donc je pense que là je vais commencer Paper Girl parce que le comics est trop cool et que faut pas parler que de Sandman, parce qu'il y a aussi Paper Girl. Mais voilà, mais en même temps là ça devient un peu difficile. Enfin si on commençait à faire tout, là je suis sur Umbrella Academy aussi, mais j'ai 2 trains de retard, faut regarder Shulk. Voilà les gars, à un moment donné, on fait ce qu'on peut. Écoute, globalement, on est bien revenu dessus. Globalement, ça respecte l'œuvre originale. Et ça, pour moi, c'est le plus important. / c'est super bien réalisé, c'est super bien décrit et c'est super bien joué. Le tout n'est pas forcément tout le temps le cas. Donc là, c'est plutôt cool. Je la conseille à ceux qui aiment le comics et ceux qui aiment pas le comics. À ceux aussi, j'y pense, j'ai une amie qui écoutait l'œuvre audio aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a un beau truc à faire pour toutes les personnes qui ont un peu touché à cette œuvre. Et voilà, j'ai très très hâte de voir la suite, globalement. Oui, pareil. Vraiment, ça donne très très envie de voir ce qu'ils vont faire avec la suite, qui du coup surtout que ça prend un peu plus d'ampleur par la suite dans disons les arcs scénaristiques. Du coup, ça donne envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec la multitude de personnages qu'ils ont à disposition et puis tout l'univers Vertigo en fait. Du clairement. coup, ça peut vraiment être très sympa. Ouf à faire, complètement. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur notre avis sur Sandman. Il nous fallait 40 minutes pour parler de cette série, mais c'était nécessaire. N'hésitez pas du coup à découvrir le comics, on l'a en boutique, en intégrale édité chez Urban Comics, sinon sur notre site. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle critique sur notre chaîne YouTube. Donc je pense que prochainement ça sera soit She-Hulk, soit Paper Girl. Selon notre temps. C'est ça. Voilà. Bon je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut.